Michael Burry, l'homme qui a prédit l'effondrement de 2008 et la crise des subprimes, vient de frapper fort. Il a littéralement tout misé sur une seule action. Est-ce que c'est un pari insensé ou c'est le coup de génie du siècle et le casse du siècle, comme le pari fou qu'il a pu prendre en 2008? Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'il vient de faire sur son portefeuille. Tu vas être complètement bluffé par les mouvements et les positions qu'il vient de prendre et ce qu'il a fait avec l'intégralité de son portefeuille. Et sans plus attendre, on va tout de suite aller sur mon écran. Allez, donc c'est parti. On va aller sur Dataroma. Alors, qu'est-ce que c'est Dataroma? Dataroma, en fait, c'est un site qui recense l'intégralité des mouvements que les grands fonds spéculatifs et les grands investisseurs, qui sont généralement derrière des hedge funds ou des fonds d'investissement, font sur le marché. Donc avec ça, ça nous permet vraiment de traquer. Comme tu le sais sans doute, ou si tu ne le sais pas, maintenant tu vas le savoir, c'est que en fait toutes les grosses entreprises, tous les fonds d'investissement sont obligés de publier de manière périodique, donc tous les Q1, Q2, Q3 de l'année Q4, ils sont obligés de publier les positions qu'ils prennent sur le marché. Quand ils prennent en fait ces positions-là, donc sur les différents marchés qui peuvent exister, ils sont obligés de le mettre sur ces bilans financiers, de remplir un formulaire pour éviter toute fraude et pour tracer l'intégralité des mouvements et des transactions qu'ils font sur le marché. Ça permet d'améliorer la transparence sur le marché financier. Comme tu peux le voir ici, donc on a les super investisseurs, donc portfolio update, c'est comme on peut le voir ici. Donc on a eu les différentes mises à jour le 15 mai. Donc 15 mai, c'était jeudi ou vendredi, donc c'est vraiment très récent. C'est là, en fait, cette semaine, ils l'ont fait. Donc comme tu peux le voir, on a vraiment de gros investisseurs. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est vraiment Michael Burry. Donc comme tu peux le voir ici, Michael Burry. Hop, et on va aller voir un petit peu ce qu'il a. Alors, comme tu peux le voir ici, donc on a un petit peu tous les articles et les commentaires qui sont reliés à ce fonds d'investissement. Comme on peut le voir également ici, donc on a l'activité. Donc ça, c'est uniquement d'une petite partie de son fonds qu'il a. Bien entendu, il a un fonds qui est beaucoup plus grand. Maintenant, son fonds personnel, donc le Sillon Asset Management, c'est vraiment une petite partie de ce qu'il a. Donc regarde, on va juste aller ici directement et vérifier en fait exactement ce fonds. Et comme tu peux le voir ici, le Sillon Asset Management, c'est un fonds spéculatif américain dont le siège est en Californie et fondé par Michael Burry. Il est surtout connu pour avoir profité de la crise des prix hypothécaires, donc la crise des subprimes, à risque et avoir ouvert la voie au short squeeze de GameStop. Donc voilà, donc ça c'est donc son fond. Donc comme on peut le voir ici, il y a vraiment tout l'historique. On a toutes les activités. Ici dans l'onglet activités, on a ce qu'il a fait ici en Q1 2025. Q1 2025, ça correspond donc au 15 mai. Ici donc que ça a été publié. Et comme tu peux le voir ici, donc il a vendu l'intégralité de ses autres positions. Donc il avait ici plein d'autres positions, il les a tous clôturées, tu vois, celle 100% ici, et il a ajouté 100%. Il a mis 100% sur ST Lauder. Voilà. ST Lauder, donc il a été all-in en fait sur cette action-là. Donc ST Lauder, hop, on va aller ici. D'ailleurs, je t'arrête 2 petites secondes pour te dire que si tu veux ma watchlist pour le mois de mai totalement gratuite, je te la mets juste dans la description. Ça se passe dans le premier lien qui se trouve juste en bas. Je te mets tout gratuit. C'est vraiment des entreprises qui ont clignoté dans le vert avec mes modèles statistiques et mathématiques.
Et c'est vraiment dans le lot, en fait, il y en a, c'est de small caps, c'est-à-dire des entreprises que tu n'as jamais entendu parler et qui pourtant, selon mes modèles mathématiques et statistiques, sont vraiment des entreprises à analyser et des super bonnes entreprises. C'est vraiment des entreprises qui ont exactement les mêmes critères que Nvidia au tout début, avant qu'elle n'explose. Et aujourd'hui, je te mets tout ça dans la description, c'est totalement gratuit. Il suffit juste de cliquer dans le lien et tu seras redirigé vers cette watchlist de 2025 spéciale Small Caps. Allez, on continue maintenant avec la suite de la vidéo. Donc moi, tu sais bien, j'aime toujours aller analyser sur Coifin. On va aller ici, donc ST Loader. Et comme tu peux le voir, le prix a complètement dévissé. Donc il a complètement dévissé à partir d'environ 2020, 2022. Hop. Donc pour lui, il a vraiment de grandes convictions sur cette entreprise. Donc comme on peut le voir ici, on va analyser rapidement ce qu'il y a donc vraiment en termes quantitatifs. Donc comme on peut le voir, bon, l'EBITDA est plus ou moins, il suit en fait la tendance. Donc elle est en baisse. Maintenant, elle reste assez fortement dans le positif. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On voit ici notamment les revenus qui sont toujours croissants. Donc les revenus sont croissants. Bon, on connaît vraiment un léger ralentissement ici, mais c'est pas non plus très grave hein, comparé à la baisse. Je veux dire qu'ici, la baisse est beaucoup plus prononcée que le ralentissement qu'on peut connaître ici sur le revenu. On a ici les marges brutes. Donc les marges brutes sont en baisse, mais globalement elles restent assez correctes. Hein. Je veux dire ici, voilà, 71%, c'est quand même énorme. Donc bon, c'est pas vraiment des marges qui sont à plaindre, on va dire. Ici on a les marges nettes. Donc marge nette pareil, donc elle est en baisse. Alors là on connaît quand même un ralentissement qui est assez prononcé. Donc ça c'est un petit peu plus problématique. On voit qu'ici au niveau des dividendes, elle verse quand même pas mal de dividendes. Hein. Donc malgré ici la baisse, on voit quand même que les dividendes augmentent. Donc ça c'est plutôt intéressant. On voit également ici donc les dividendes en valeur en fait absolue. On voit ici que les investissements comparés aux revenus, donc comme on a pu le voir ici, hop, les revenus sont plutôt croissants. Et les CAPEX, donc l'investissement ici, baisse. Okay, donc le CAPEX, donc les investissements de l'entreprise, baissent plus que la baisse des revenus. Ça veut dire que, globalement, quand une entreprise, elle fait de l'argent, elle a, bon, on va dire deux choix, deux catégories, pour rester vraiment très simple. Elle peut soit verser des dividendes avec, ou soit les réinvestir en autofinancement dans l'entreprise pour pouvoir croître. Okay. Avec cet autofinancement, elle peut prendre, par exemple, faire de l'investissement pour prendre encore plus de parts de marché, etc. et donc grandir. Et que l'entreprise vraiment puisse grossir dans sa globalité. Et généralement, quand elle verse beaucoup de dividendes, on a beaucoup moins tendance à réinvestir dans son entreprise, ce qui fait que l'entreprise est connotée une entreprise dite de valeur, okay, une action de valeur. Une action de valeur, value, c'est vraiment une entreprise qui ne réinvestit pas forcément ses bénéfices et elle les verse sous forme de dividendes, ce qui ralentit donc la croissance de l'action en elle-même, du titre en elle-même. Maintenant, de l'autre pendant, c'est que l'entreprise réinvestit ses bénéfices et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se passe? Typiquement, l'entreprise va croître beaucoup plus. Et ici, on est plutôt du côté d'une action dite de croissance. Parce que l'entreprise va réinvestir en elle-même et va réinvestir dans de nouveaux projets, dans des rachats d'entreprises, ce qui va faire grossir l'entreprise. Mais ça passe forcément par un réinvestissement en fonds propres, bien entendu, donc des réserves qu'elle a pu constituer. D'accord ? Donc ça,
c'est vraiment typiquement l'allocation du capital que l'entreprise peut effectuer. Et donc, ici, on voit que le revenu en fait baisse, mais pas non plus, baisse énormément. Hein. Je veux dire, voilà, ralenti, mais c'est pas non plus qu'elle a vraiment un revenu qui baisse énormément. Mais on voit ici que les capex sur le revenu, eux, diminuent. Ça veut dire que l'entreprise diminue beaucoup moins ses investissements. Donc elle réinvestit en fait beaucoup moins qu'avant, de manière absolue. Donc comme on peut le voir ici, donc normalement les dividendes seront plus élevés. Hop, comme tu peux le voir ici, regarde, dividend yield, on voit que les dividendes augmentent, que les revenus sont hauts, et ici que le capex diminue. Ça veut dire que l'entreprise ici verse plus de dividendes, investit moins dans de nouveaux projets en fonction des revenus qu'elle a. Donc revenus ou également EBITDA. Okay. Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant à comprendre pour voir vraiment l'allocation du capital que l'entreprise effectue. Ici, vraiment, elle est dans une logique où elle gagne de l'argent. Elle aura plutôt tendance à verser des dividendes aux actionnaires plutôt que de réinvestir pour croître, améliorer la croissance et donc commencer à prendre plus de parts de marché. Donc ça, c'est très important à comprendre. D'accord ? Voilà. Hop. Ici, on regarde Tangible Book Value. Bon, ça, c'est pas vraiment significatif. On voit que la moyenne, donc sur 20 ans, la médiane plutôt, généralement, elle est payée 25 fois les bénéfices. Ici, il est autour des 32 fois. Bon, 27 fois plutôt. Hop. Ici, donc sur 20 ans, 25 fois. Sur 10 ans, 32 fois. Sur 5 ans, 32 fois. La médiane est de 42 fois plus ou moins les bénéfices. Donc ici, on voit que sur une moyenne de 5 ans, l'entreprise est valorisée beaucoup moins que ce qu'elle est valorisée d'habitude. Donc on voit que d'habitude, elle est valorisée à 42 fois les bénéfices. Ici, elle est valorisée à 32 fois les bénéfices. Donc ça montre vraiment avec brièvement, avec des ratios comme ça de prime abord, avec vraiment une petite analyse très rapide, que l'entreprise tend à être sous-évaluée comparé à ce que le marché et que l'action a donné dans son historique et dans le passé. On voit ici donc RSI que on est plus ou moins ici dans un moment on s'approche de la borne haute. Bon, ça nous dit pas non plus grand chose. Et puis je ne prends pas vraiment en compte les indicateurs comme celui-ci. Et puis on voit ici que le free cash flow ici diminue. Et comme on peut le voir, le free cash flow suit plutôt la tendance. Hein, donc voilà, ce qui est normal hein, de toute manière, parce que finalement le prix, la valeur intrinsèque de l'entreprise est calculée en actualisant les flux futurs de l'entreprise, donc les free cash flow. Et c'est-à-dire que si les free cash flow diminuent, si l'entreprise a plutôt tendance à être dans une tendance baissière, c'est parce que les investisseurs prévoient que l'entreprise va perdre en valeur. Qui dit perdre de la valeur dit une diminution également, une prévision des diminutions des free cash flow. D'accord ? Donc ça, c'est très important également à comprendre. Donc comme on peut le voir, en règle générale, Estée Lauder est plutôt une bonne entreprise. On voit que typiquement, celui qui veut rentrer sur Estée Lauder, c'est plus intéressant de rentrer maintenant à 65 euros ou dollars, pardon, que à 340 dollars. D'accord ? Maintenant, il faut creuser un petit peu plus, il faut avoir de plus grandes convictions que ça. Donc, Estée Lauder, voilà, comme on peut le voir ici, donc Michael Burry est parti all-in en fait sur cette action. Donc ici, on nous donne vraiment toutes ces informations là, comme on peut le voir ici. Donc activité, voilà,
Et ici, tu as directement les activités de Estée Lauder en fonction des différents portfolio managers. C'est-à-dire qu'on peut avoir les autres types d'entreprises. Donc, on peut voir par exemple ici que Lee, donc Maverick Capital, lui a vendu 100% de ses parts et Michael Burry, lui, a ajouté donc 100%. Voilà, donc c'est un peu tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc voilà, à garder vraiment au fond à garder en tête, tout simplement. Ce petit site, n'hésite pas à aller un petit peu pour checker. Il faut également que tu fasses très attention sur ce type de prévision parce que Michael Burry, il a vraiment une tendance à essayer d'être assez contrariant dans ses prises de position. Quand il est du côté donc vraiment contrariant, le souci c'est que il va surtout essayer d'aller à l'encontre du marché, essayer de voir des choses que la majorité en fait du marché ne voit pas et investir dessus et aller à fond dessus. Et dans la plupart des cas, en fait, ça ne fonctionne pas. Michael Burry a fait plein de prévisions qui ne se sont pas révélées justes. Et il faut faire donc très attention à ça parce que des fois, on peut avoir tendance à croire que cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, si Michael Burry a eu raison dans le passé, en 2008, il a sûrement raison encore une fois ici. Mais non, ici, on a seulement eu la confirmation, on va dire, des moments où ça s'est bien passé. Mais tous les autres moments, en fait, qui se sont mal passés, tous les autres paris qu'il a pris ou les positions qu'il a pris sur le marché, mais qui ne se sont pas révélés justes ou corrects, eux sont omis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu veux être un investisseur hors pair comme Michael Burry et détecter des petites pépites qui actuellement ne valent rien, mais qui dans le futur vont valoir énormément, j'ai fait une vidéo sur YouTube, donc je te la mets ici juste autour, sur les small caps. Je te recommande vraiment d'aller la voir, elle est vraiment complémentaire à cette vidéo. J'ai repéré et j'ai analysé des dizaines et des centaines de small caps et j'ai recensé dans cette vidéo l'intégralité des critères qui ont fait qu'elles ont explosé. Je te laisse aller regarder cette vidéo et nous on se retrouve tout de suite de l'autre côté sur l'autre vidéo. Allez, à tout de suite.